et ça, ça nous peut pas. Si j'avais un spot sur mon nez, disais-tu? Ouais. On continue, bon. D'accord, donc maintenant, par quoi tu as commencé à investir? La mouche, J'ai une mouche qui me tourne autour. Mais tu sais, quand je suis arrivé dans l'appart, je dis putain, cette mouche, il faut que je la tue parce qu'elle va nous faire chier pendant la vidéo. Parce que Du 10% en plus de ça pour couronner le excellent. tout. Putain, la mouche. Ah, non. Attends, je vais essayer de la tuer, cette mouche. Ah, elle est sur... Ah, merde, ah ouais. Ah. Non. Ah. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter Jean-François qui a investi dans l'immobilier, qui a fait des projets très intéressants. Il va nous expliquer en détail tout ce qu'il a fait et vous donner ses meilleurs conseils. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François. Bonjour Robin, bonjour à tous. Voilà, donc Jean-François va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il a fait, d'où il est. Jean-François est aussi conseiller projet locatif, donc nous expliquer un petit peu aussi ce qu'il fait au sein de projet locatif. Donc voilà, c'est les partages d'expérience, partage, voilà, parce que c'est vrai qu'on a un réseau, nous on n'a que des multi-investisseurs dans le projet locatif. Donc le but, c'est ça, c'est de vous faire partager un petit peu toutes leurs connaissances aussi, que ça profite un petit peu à tout le monde, parce que on fait tous des choix, des erreurs, on a tous des façons d'investir un petit peu différentes, et avec l'expérience, on en tire aussi des conclusions, on se dit, mais tiens, ça, il faut le faire, ça, il faut pas le faire, ça, j'ai fait cette erreur-là, et donc le but, c'est vraiment de vous aider aussi à bien investir, donc voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Donc juste, est-ce que tu peux dire d'où tu es, qu'est-ce que tu faisais avant, situation pro, enfin juste pour pouvoir situer un petit peu ton âge et ton secteur, tout ça. Alors je m'appelle Jean-François, j'ai 37 ans, j'habite entre Bordeaux et Toulouse dans le département du Lot-et-Garonne. Yes. Jeune, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai suivi l'idée de mon conseiller d'orientation et je me suis lancé dans le secteur de l'aéronautique. D'accord, ok. Voilà. Où j'ai travaillé pendant 15 ans dans la conception de pièces aéro, notamment des pièces qui vont dans les réacteurs d'avion. Ah oui, donc horaire 3-8, l'entreprise, machine performante certes, mais 5 heures du mat, 13h, 21h, voilà, vraiment des cadences un peu dur. Les 3-8, je sais que c'est dur, j'ai un copain qui fait les 3-8 et je sais qu'il a beaucoup de mal aussi, c'est au niveau de l'horloge interne et tout, pour tenir le rythme, c'est assez fatigant. Ouais. Par contre, la contrepartie, c'est le CDI, le salaire sécurisé, l'aéro qui a vraiment toujours bien marché, hors crise sanitaire, on va dire. Oui. Mais vis-à-vis des banques, c'était vraiment le pompon, on va dire, voilà, qui permettait pour obtenir les financements d'investir tranquillement. Ouais, ça c'est vrai que c'est le gros point positif, effectivement, pour obtenir les financements. Le CDI, c'est un peu le Graal, c'est vrai. Hein. Et les banques, ils cochent les cases. Voilà, il faut qu'ils cochent une case et la case CDI leur plaît bien. Exactement. Mais en tant que perso, finalement, justement, la crise, elle nous fait prendre conscience que le CDI, c'est pas du tout la sécurité, parce qu'on voit justement dans l'aéronautique, ils sont en train de licencier, alors qu'on pensait que c'était un secteur très préservé, très sécure, et finalement, c'est pas trop le cas. Donc, quand vous misez finalement toutes vos sources de revenus sur une seule source de revenus, c'est dangereux. Voilà, le salaire, c'est dangereux parce qu'on peut être salarié puis d'un seul coup se retrouver sans emploi, et là, on n'a plus de revenus. Donc, l'idée, c'est vrai que c'est d'avoir plusieurs sources de revenus et de ne pas dépendre que d'une seule, parce que ça sécurise finalement et ça diversifie. Bon, on reprend, désolé, il y a une mouche qui nous embêtait, donc voilà, petit contretemps, on reprend dans le vif du sujet. Tu as commencé à investir il y a combien de temps et par quoi tu as commencé à investir? Alors j'ai démarré en 2011, à la base je cherchais une résidence principale. D'accord. Et en fouinant sur le bon coin, je suis tombé sur une annonce d'un immeuble de rapport. Ah oui. Ça a attiré ma curiosité et je me suis lancé vraiment dans les recherches actives tout seul sur Google. D'accord. Et je me suis formé au fil des heures de cette manière-là. D'accord, donc tu as appris sur le tas, sur le terrain, directement. Ouais. Et finalement, je me suis rapidement positionné sur un immeuble lors de la seconde visite. Un petit immeuble pour démarrer de 3 lots, avec un local commercial en rez-de-chaussée, un studio et un T3. D'accord, ok. Très très bien placé en centre-ville d'une petite sous-préfecture du Lot-et-Garonne.
Très bien, très bien. Ouais, bah alors c'est pas mal. Ça diversifie effectivement l'immeuble d'avoir plusieurs sources de revenus sur un projet plutôt que juste une maison ou un appartement. Donc, ok, quel était le budget de cet achat? L'immeuble 130 000 € et les travaux environ 15. D'accord, pas beaucoup de travaux. C'était loué Non, déjà pas ou Non, non, pas du tout. J'ai c'était absolument tout refait. Je me suis retroussé les manches. Perso, je ne referai plus. Oui, c'était le premier. Exactement. Ouais. Heureusement, j'avais des amis artisans qui m'ont aidé à faire notamment les salles de bain. Oui, d'accord. Ok. Et sinon, bon, l'électricité était aux normes. Petits travaux en définitive, mais... Oui. Donc c'est vous qui avez tout fait. Ouais, moi j'ai fait pareil. Exactement. Au début, j'ai sur mon premier achat, pareil, j'ai fait les peintures. Bon, en plus le résultat était franchement pas terrible. Donc puis bon, j'ai vu le temps que ça m'a pris. Et puis voilà. En général, on le fait. Alors au début, pourquoi pas? On a envie d'économiser au maximum, donc on regarde tout de suite ce que ça peut nous rapporter parce qu'on divise au moins par 2 les prix. C'est vrai des travaux quand on les fait soi-même. On n'a que les matériaux achetés. Mais finalement, après coup, on se rend compte que on a moins de charges à déduire, qu'on y passe beaucoup de temps, etc., etc. Donc c'est pas forcément très judicieux. Voilà. Exactement. Sans oublier en plus de ça la durée du prêt. À l'époque, je voulais prendre le plus court possible. Si c'est à refaire, voilà, c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. J'aurais intégré les travaux, j'aurais pris sur une durée de 20-25 ans. Okay. Alors que là, j'ai tenté sur 15 ans, que ça s'autofinance tout juste. Oui, voilà, que ça arrive à l'équilibre, c'était déjà super, quoi. Voilà, des petites erreurs de débutant, quoi. Bon, très bien. Donc achat en nom propre, location nue, longue durée. Oui, tout à fait. D'accord. Quel rendement tu as obtenu du coup sur ce premier projet finalement? Aux alentours de 9%. Ouais, on est bien. Sur du 9%. Super, très bien. Donc ça s'autofinance un peu plus, ça génère un petit peu de cash flow avec un crédit sur 20 ans donc. Et ouais, un projet assez stable alors pour commencer. D'accord. Tout à fait. En 2015, par la suite, avec ma compagne, on a monté une SCI à l'IS. Ouais, ok. Et on est parti sur un immeuble de 7 appartements et un local commercial. Ah oui, très bien. Là, tu Toujours passes au niveau supérieur. Ville, voilà, au niveau supérieur. Très bien. 2 appartements n'étaient pas loués et pourtant un super bêta. D'accord. Donc on avait demandé au propriétaire de passer une annonce une semaine avant la date de l'acte authentique. Bien. Pour viser les étudiantes infirmières. Et c'est ce qu'on a fait, ça a très très bien marché. Donc on a loué les 2 appartements avant d'être officiellement propriétaire, propriétaire de l'immeuble. Génial. Donc vous aviez un regard sur les dossiers ou c'est l'ancien propriétaire qui a choisi les locataires, qui les a mis en place? Non, du tout, il nous a littéralement laissé les clés et on a nous-mêmes... super. Vous avez sélectionné vos locataires pour dès que vous soyez propriétaire, avoir tout l'immeuble loué quoi finalement. Oui, tout à fait. Super. Ah oui, donc là forcément de suite rentable, on signe et puis on encaisse quoi. Voilà. Oui. Bien joué. Et en suivant, en 2018, l'achat d'un immeuble de 9 lots, donc 8 appartements et un cabinet d'avocats en rez-de-chaussée. D'accord. 3 appartements étaient intégralement à refaire. D'accord. Donc là, on a tout inclus, le package travaux, notaire, on a mis très très peu d'apport. Oui, d'accord. Et c'est passé sur 25 ans. Super, ok. Donc tes 2 derniers projets, finalement, en SCI à l'IS, voilà, pour encapsuler les revenus et avoir une maîtrise sur le long terme sur la fiscalité, c'était ça en fait le but de la SCI à l'IS? Tout à fait. Ouais. Et générer du cash flow évidemment. Voilà. On maîtrise littéralement la fiscalité, comme tu dis, on amortit le bien. Donc on se retrouve avec un joli petit cash flow quand même à la fin du mois. De la trésorerie qui augmente au sein de la SCI en fait et qui constitue, en fait c'est très rassurant pour les banques aussi parce qu'ils voient que l'argent grossit au sein de la SCI et ça donne du poids aussi pour la suite si on veut racheter. On peut même racheter effectivement avec la SCI sans avoir touché finalement l'argent à titre perso, sans avoir été imposé à titre perso alors qu'on n'en a pas besoin pour réinvestir au sein de la SCI. Donc il y a pas mal d'avantages. Mais j'ai fait une vidéo sur la SCI, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder sur la SCI à l'IS, sur le fonctionnement pour que vous puissiez bien comprendre. Ok, donc pas mal de projets finalement qui se sont enchaînés. Et après, tu as continué du coup Un petit dernier, toujours la même année, en 2018, fin 2018, avec notre partenaire financier. D'accord. On est parti sur l'acquisition d'un immeuble de 6 appartements, dont 3 en rez-de-chaussée, plein centre-ville, recherchés par des personnes âgées. Oui, super. Aucun travaux, vraiment tout était impeccable, une rentabilité de 10%. Excellent, tout était loué là déjà, donc il n'y avait plus qu'à signer. Tout à fait.
Excellent, d'accord. Le coût total de ce projet, du coup 345 000 euros. D'accord, ok. Donc 10%, ça veut dire à peu près 33, 34, 35 000 euros de revenus annuels, quoi. Voilà, hors charge. Bien, bah dis donc, ça fait un beau début début bien avancé de parcours, quoi. Bon, c'est bon, on vient d'avoir la mouche. On vient d'avoir la mouche. Pour tout vous dire, on vous cache rien. C'est pour ça que les vidéos coupent à plusieurs endroits. C'est bon, on l'a eu. Elle était très résistante pour on l'a tapé 3 fois. Elle a voulu résister. Bon, on l'a eu. C'est bon, c'est réglé. Maintenant, plus de coupure. Donc oui, je disais, franchement, beau parcours. Hein. Beau parcours, ouais, pas mal que des immeubles, en fait. Donc assez bien maîtrisé, c'est ça? Bien maîtrisé, petite surface, j'aime bien moi tout ce qui est T2, ouais, une chambre. Alors bien sûr là au milieu il y a quelques studios, quelques T3, mais 90% des lots que je possède actuellement sont des T2 qui se louent entre 350 et 450. Ok, donc ça veut dire que ça touche la plus grande population, c'est ça en fait, c'est pour ça que tu as choisi le T2, l'idée c'est ça, c'est que ça puisse répondre à la demande d'un petit peu tout le monde quoi finalement. D'accord, ok. Des retraités aux jeunes actifs, voire même aux étudiants. Hein. Ouais, c'est vrai que moi je dis le T2 c'est ce par quoi j'ai commencé et moi j'aime bien T2, T3 aussi c'est pas mal. Ça permet de toucher un petit peu tout le monde, toutes les personnes seules. Il y a de plus en plus de personnes seules avec les séparations malheureusement. Les personnes qui sont en couple aussi, un T2 ça va très bien quand on est en couple. Les jeunes actifs, pourquoi pas des étudiants, les personnes âgées. Donc en fait, il n'y a que les familles où effectivement on ne peut pas louer un T2 quoi. Mais sinon, tout le monde est quasiment intéressé par un T2. Donc c'est vrai que ça touche une large population. Donc c'est assez intéressant au début. D'accord, bon, très bien. Quelles ont été tes plus grosses difficultés dans tout ce parcours-là? C'est quoi là où tu as vraiment eu des barrières, où ça a été dur ou, Mon tout premier immeuble finalement. Hein. Ouais. J'avais considérer que, par exemple, alors c'est pas grand chose, hein, mais la durée de vie des chaudières au gaz. Oui. Je me suis dit, bon, allez, je la changerai dans 3-4 ans. Et en fin de compte, 3 jours après l'arrivée de l'étudiante, sa mère m'appelle. Bon, écoutez, ma fille n'a plus du tout d'eau chaude. En fait, la chaudière était en fin de vie. Et c'était des petits coûts supplémentaires qui n'étaient pas prévus au départ. Hein. Ouais, mais mine de rien, ça chiffre assez vite, quoi. Une chaudière, il y en a vite pour 2000 € pour la changer, donc... Surtout que bon, 2 mois après, c'était la chaudière du voisin qui a lâché du T3. Donc je me suis retrouvé avec une petite facture de 3000 € environ, qui n'est absolument pas prévue. Qu'il a fallu absorber. Voilà. Bon, faut faire une petite épargne de précaution, quoi. Voilà, toujours, ça peut arriver évidemment, on ne peut pas toujours tout anticiper. Donc la durée de vie d'une chaudière, du coup avec le recul, si on peut donner un indicateur, quelle est la durée de vie moyenne d'une chaudière pour toi Bonne question, je dirais au moins 15 ans. Hein. Dans les 15 ans, ouais, c'est ça. 15 ans. Là, ça fait 9 ans qu'elles sont installées, elles ne sont jamais retombées en panne, elles marchent bien, peut-être même 20 ans. Oui, on sait qu'au bout de 20 ans, il va falloir, faut anticiper la chose, quoi. Voilà. Et avec recul, bien sûr, si j'avais su, je les aurais même retirés, étant donné que j'ai retapissé entièrement les appartements, j'aurais dû en profiter pour retirer tous les tuyaux, retirer toutes ces installations et passer à tout électrique. Ouais, c'est vrai. Alors ça, on pose souvent la question, est-ce qu'on garde le gaz, est-ce qu'on reste à l'électrique? Donc, je suis un peu de ton avis. Franchement, l'électrique, c'est vrai qu'en termes d'entretien, c'est très léger. En fait, la chaudière à gaz, il faut faire venir une entreprise pour tous les ans l'entretenir. Donc ça, c'est à la charge du locataire. Mais enfin, il faut quand même vérifier en tant que propriétaire. C'est de notre responsabilité. Donc, il y a tout cet entretien. Ça peut tomber en panne. Il y a souvent des petites pannes, des petites réparations. C'est pas grand-chose, mais... c'est accumulé, enfin si vous voulez enchaîner les biens comme tu as fait, comme on fait, et donc forcément ça va revenir assez souvent et se décharger un petit peu toutes ces petites problématiques. L'électrique, je trouve ça super quoi. Alors moi des fois pour l'instant je garde l'installation quand elle est propre, quand elle est saine, mais quand j'ai le budget pour effectivement mettre en tout électrique et que je vois qu'il y a la chaudière à changer, que j'ai tous les radiateurs à démonter, à repeindre, finalement, quand on regarde, ça coûte pas plus cher de tout enlever, de tout passer en électrique et beaucoup moins d'entretien, voilà. Alors maintenant, ce qui se fait bien là, je connais pas mal de personnes qui font ça et qui mettent carrément la climatisation. Alors là, effectivement, c'est un peu plus cher,
mais comme on a un temps d'avance ici et qu'on essaie d'anticiper les choses, c'est très rare en fait sur le marché d'avoir des biens qui proposent la climatisation, et donc on se place encore sur un secteur un petit peu plus haut de gamme, on peut louer encore plus cher, et effectivement comme c'est très rare, on se démarque et on a encore plus de demandes, etc. Donc là effectivement là, en termes de consommation, c'est la mouvance un peu maintenant aux économies d'énergie, tout ça, il faut faire attention. Donc on est en plein dedans, en plus de ça on peut climatiser l'été, donc ça se calcule aussi. Voilà, moi je suis en train de basculer petit à petit vers finalement de l'installation en climatisation. On investit un peu plus, mais on loue plus cher, et finalement ça se calcule. Quand on a finalement on investit 10 000 euros, mais qu'on peut louer 80 euros plus cher, ce qui fait 1 000 euros de plus par an, on a un retour sur investissement de 10%, donc ça vaut le coup aussi de le calculer. Voilà. Surtout pour les appartements sous comble. Quand vous êtes au +2, +3 sous les combles, ça devient vraiment même nécessaire, c'est nécessaire. Obligatoire. Franchement, alors ça je l'ai fait, tous les appartements sous comble, j'ai mis la clim. Aussi, là faut pas hésiter, faut mettre la clim. Ouais, tout à fait. Sinon ça fait fuir les locataires rapidement. Turnover quoi, voilà, ils passent un été, ils en ont marre, et puis terminé quoi. Tout à fait. D'accord. Si tu peux donner un conseil à quelqu'un qui regarde, qui a envie d'investir, et donc c'est ce que tu fais au sein de projets locatifs au quotidien, mais si tu avais un conseil à donner pour commencer, quelqu'un qui commence à investir, il ne sait pas trop par quoi commencer, il a des peurs, il a des freins, je sais pas, que pour l'aider à passer à l'action, tu pourrais lui dire quoi? Bon, toujours bien sûr de se former, hein, on ne le dira jamais assez, de se renseigner. Toujours se former, ça c'est la base. Ouais. De ne pas forcément rester figé sur des rentas de 8%, 9%. Oui. Beaucoup arrivent et disent bon, je veux absolument du 10%. Je pense que ça dépend du projet. Oui. Vous prenez un bien à 400 000 euros avec une renta de 8%, des appartements rénovés en parfait état, vous pouvez rapidement avoir 650, 700 euros mensuels de cash flow, et pourtant sans avoir forcément les 10% de renta. Bien sûr. Et quand on a un bon 7 000 euros annuels de cash flow, je pense quand même qu'on n'est pas trop mal. Oui. Pas forcément regarder oui, absolument, la rentabilité à tout prix, quoi. Le projet dans sa globalité, comme tu dis, un projet à 400 000, on va capitaliser beaucoup plus que finalement avoir 10% sur un bien à 150 000 euros. Donc vous allez peut-être mettre 2 ans à 3 ans avant de retrouver un projet à plus de 11-12%, alors que vous auriez pu en acheter 3 ou 4 à 8% qui sont quand même en différentiel positif, et vous allez beaucoup plus capitaliser. Donc il y a tout cet aspect-là, bien sûr, qu'il faut prendre en compte. Et moi, le premier, je suis tombé un peu dans le piège où, quand on fait une bonne affaire, j'ai fait un bien à 14% de rentabilité, donc on se dit sur le papier c'est génial. En réalité, il m'a coûté aussi beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup d'appartements à rénover, donc tout le cash flow passe en rénovation, et au final je suis à l'équilibre, je suis à zéro. Il y a du turnover, il y a un peu de vacances locatives, etc. Et c'est quand on a trouvé un bien à cette rentabilité-là, même en tant qu'investisseur expérimenté, on a tendance à se dire je veux toujours mieux, je veux toujours mieux, je veux toujours mieux. Et en fait, on se limite, et on peut se retrouver pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à plus investir, et on se freine. Alors il faut accepter finalement d'avoir un panel comme ça de projets avec des différentes rentabilités et des avantages, des inconvénients, voilà, une valeur patrimoniale, du capital qui se rembourse, parce que le temps joue en notre faveur. Voilà, donc il faut vraiment avoir conscience de ça et investir le plus vite possible. Donc je sais que moi je suis tombé à un moment où je me suis dit non, je me mets la barre là, et maintenant plus du tout. Là, je viens d'acheter un projet qui est à peine à l'équilibre sur 20 ans, je suis à 7,5, mais il est super ce projet, c'est des grands appartements, ils sont tous rénovés. Je fais une grosse opération de déficit foncier, ce qui me gomme ma fiscalité pendant 3 ans. Donc c'est vraiment cool. Et les locataires, ils sont rentrés aux locataires haut de gamme, cadres, responsables à la mairie, voilà, et un responsable commercial. C'est des gens qui touchent plus de 3 000 euros par mois. Et je sais qu'ils vont rester dans le logement. En termes de passivité, de gestion, c'est juste top, quoi. Donc ça, on peut en avoir 10, 15, 20 immeubles comme ça parce que c'est totalement passif. Et là, on capitalise. Donc voilà, il faut avoir toutes ces notions-là. Donc et en prenant en compte même le cachet de l'immeuble. Des fois, vous tombez sur des immeubles vraiment magnifiques. Hein. On a des rentas de 8, mais alors les parties communes sont sublimes, l'escalier est magnifique. Bien sûr. Tout ça, ça a une valeur. Exactement. Il ne faut pas croire qu'on achète un bien à forte valeur patrimoniale à 10, 11, 12% de rentabilité. Ça n'existe pas, je suis désolé. On casse un peu les mythes, mais c'est vrai. Tout à fait. Donc on pourra mettre quelques photos de tes projets. Tiens, d'ailleurs, je mettrai dans la vidéo, si tu veux m'envoyer quelques photos, on me montrera un petit peu voilà, tes immeubles et tout ça.
Donc, alors aujourd'hui, tu fais partie de Projet Locatif aussi. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu fais partie de Projet Locatif? Je suis arrivé en juillet 2018, pratiquement au lancement. Au lancement, ouais, parce qu'on a créé début 2018, donc ok, très bien. Et donc, alors toi, tu es sur quel secteur et quel projet tu proposes aux clients? Qu'est-ce que tu as réalisé? Voilà. Alors, je suis sur le secteur du Lot-et-Garonne, département du Lot-et-Garonne. Ok. Et après, bon, c'est suivant la demande des clients. Hein. Certains veulent faire du déficit foncier, d'autres cherchent du patrimonial. Ok. C'est suivant la demande. Oui. Voilà, tu t'adaptes. D'accord. Là, c'est quoi? C'est des immeubles de rapport que tu peux trouver. En général, c'est plutôt ça, par rapport à ton secteur. Des immeubles de rapport. Ouais, c'est ça. Oui. Okay. De 3 à 7-8 lots. D'accord, ok. Avec un peu de travaux, déficit foncier. Ça dépend, vraiment. Un petit peu ce que tu as fait finalement. Oui, tout à fait. Oui, ça correspond à ton secteur que tu connais bien. Là, le tout dernier bien, 6 lots, il n'y avait absolument aucun travaux. C'est ce que me demandait un client projet locatif. Ouais, c'est hyper rassurant au début quand on veut se lancer. On voit l'immeuble est tout loué. On demande les derniers bilans des 2-3 dernières années. Et donc ça, c'est vrai que quand on démarre, qu'on a un peu peur, on regarde, tout est loué depuis déjà 3, 4, 5 ans. Tout roule, il n'y a plus qu'à signer, il n'y a pas la partie travaux à gérer. Bon. Après, pour la partie travaux, de toute manière, tu as tes artisans. Donc, c'est pareil avec Projet Locatif. On a un réseau d'artisans, donc avec la société Travaux Locatifs, que je vous invite à regarder, puisque tous nos conseillers Projet Locatif peuvent vous accompagner dans vos travaux de rénovation sur toute la France. Donc, regardez le site internet, même si vous faites votre propre projet d'investissement immobilier seul et que vous avez besoin juste de la partie travaux, vous pouvez remplir un formulaire sur le site Travaux Locatifs et à ce moment-là, vous serez accompagné par l'un de nos conseillers sur la partie travaux. Voilà. Donc c'est l'avantage parce que quand tu as fait comme ça plusieurs projets, l'idée c'est que tu as développé un réseau d'artisans que tu connais bien, de confiance, qui comprennent les intérêts aussi des investisseurs. Pas trop cher, le bon rapport qualité-prix, l'efficacité, que ça se passe bien en termes de délai, enfin toutes les problématiques qu'on peut avoir. Voilà. Et ça au début c'est vrai que c'est difficile de trouver des entreprises qui correspondent bien à nos attentes. Mais voilà. Surtout quand les clients ne sont pas du coin. Oui, tout à fait. Ils arrivent là, ils attendent vraiment d'avoir du clé en main et on est en mesure de leur proposer. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc si vous voulez faire appel à Jean-François, n'hésitez pas à remplir un formulaire. Vous avez dans la description, en fait, sur le site internet Projet Locatif, vous faites une demande, vous dites voilà, je souhaite être mis en contact avec Jean-François et votre demande sera transmise à Jean-François. Voilà, et écoute, quelque chose à rajouter pour la fin, je sais pas, une conclusion, un truc qui te viendrait comme ça, je sais pas. Un petit conseil supplémentaire. Par exemple vu la conjoncture actuelle avec la crise sanitaire, les banques, moi je considère plus un partenaire financier, vous demanderont de l'apport. Oui, c'est vrai. Généralement, de plus en plus. Un petit peu d'apport. Et c'est vrai que certains clients ou investisseurs chipotent un petit peu des fois. Oui, ils veulent faire absolument du 110%, les prêts sur 25 ans. Exactement. Et quand je vois avec eux, je dis, mais attendez, votre futur projet dégage 6 000 € de cash flow annuel. On vous demande 10 000 € d'apport. Regardez, en seulement 2 ans, finalement, on récupère finalement rapidement l'apport personnel mis au départ. Bien sûr, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus. Alors malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu le Haut Conseil de stabilité financière qui a fait des recommandations aux banques. Alors c'est de plus en plus appliqué et effectivement l'apport est de plus en plus demandé. Donc c'est quand même dommage de rater un projet parce qu'on demande un petit peu d'apport. L'apport, on peut se le reconstituer avec du cash flow, en faisant du différentiel quand on a des travaux, etc. Il y a plein de façons de récupérer un petit peu d'apport. Donc voilà, donc faut le savoir, faut jouer le jeu pour que ça fonctionne bien et puis pour avancer quoi, parce que c'est tellement déjà compliqué de trouver un projet intéressant. Donc ne pas se lancer à cause de ça, c'est dommage pour vous freiner dans votre parcours d'investisseur, quoi, tout simplement. Ça, c'est la réalité du terrain qu'on est en train de constater et de plus en plus. Ok, merci pour tous ces conseils et puis ce partage d'expérience auprès de tous. C'est très sympa à toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Robin. Écoute, avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit like. Merci à tous et puis sinon, à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.